Alors, je suis avec M. Patrick Saint-Onge, il est comptable agréé de la firme Corriveau-Saint-Onge et il nous dit à quel point les REER peuvent faire toute la différence dans le montant d'impôt qu'on va retirer. Et donc, le cas de la famille monoparentale, la mère monoparentale qu'on a vue, qui gagne 30 000 le fait qu'elle contribue 2 000 à son REER, vous avez dit que ça lui permettait de recevoir 1 296 de façon diverse. Encore une fois, 1 296 mais c'est énorme. Comment vous arrivez à ce résultat? Il y a deux éléments qui constituent le remboursement. De un, madame a le droit à une déduction dans le calcul de son revenu pour la contribution qu'elle fait au REER. Donc, dans son cas, elle est taxée à un taux effectif de 32 %. Donc, ça lui donne droit à un remboursement de 649 $. Ça, c'est le premier point. D'accord. Et puis, parce qu'elle réussit à réduire son revenu, on parle de revenu familial, on parle ici d'une personne qui est monoparentale, en deçà de 28 000 $, ou du moins ça l'égale 28 000 $, elle a réussi à obtenir beaucoup plus d'allègements fiscaux, ou du moins augmenter les remboursements qu'elle peut obtenir. Les crédits d'impôt, finalement. Exactement. Parce que dans le cas de madame, si on regarde dans un premier temps, au Québec, elle avait le droit au crédit de TVQ, le crédit remboursable pour impôts fonciers, oui, d'accord. Le crédit pour personnes vivant seules et le crédit pour frais de garde d'enfants. Parce qu'elle réussit à réduire son revenu à 28 000 $, tous ces montants sont augmentés. Au fédéral, ça a une petite incidence avec la prestation fiscale pour enfants, où elle a réussi à augmenter le montant auquel elle a droit d'un certain, du moins de 244 $ à cet égard-là. Donc, les remboursements supplémentaires qu'elle a réussi à obtenir avec les crédits sont de 646 $. Si on ajoute ça avec la déduction REER, donc on va chercher quand même 1 296 $, ce qui est à peu près 65 % de la contribution qu'elle a faite. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est vrai, parce que finalement, ça veut dire qu'elle a quoi? 700 $ et quelques à mettre net au bout du compte, parce que tout le reste, ça va être des remboursements. Parce que c'est sûr, quand on pense à l'impôt, on pense à ce qu'on paie, aux déductions, mais il y a aussi les crédits qu'on peut recevoir, qui sont aussi des programmes fiscaux intéressants. Donc, les REER, ça demeure encore une fois, la chose à faire si on veut réduire le montant d'impôt qu'on paye. Parce que cet exemple-là aurait été bon aussi pour une personne qui a une entreprise et puis qui aurait eu accès à certaines déductions discrétionnaires. Donc, quelqu'un aurait pu se poser la question, est-ce que je dois réclamer de l'amortissement ou pas cette année? Donc, en réduisant le revenu de 2 000 $, donc, il pourrait augmenter ses crédits. Et puis, là où les individus ou les familles doivent vraiment faire attention, c'est quand le revenu arrive entre 28 000 et 35 000 $. Là, c'est là que la plupart des allégements fiscaux disparaissent selon différents barèmes qui sont perdus. Alors, si on est capable de ramener son revenu autour de 28 000, il y a beaucoup de gains, finalement, c'est ce que vous nous dites. Oui. Oui? Bien, vous êtes mieux toujours de gagner un revenu supérieur. C'est vrai, dans le fond. Du moins, mais lorsqu'on a la possibilité de le faire d'un point de vue fiscal, il y a... C'est pas une réduction, en fait, c'est pas une réduction réelle au sens où ce qu'on réduit, c'est le revenu imposable en utilisant les déductions. Si on est en mesure de le faire. On les a. OK, une autre question d'auditeur. Alors, donc, mon statut familial a changé depuis le 27 mars 2005. Je me suis divorcée. J'ai 2 enfants de 7 et 10 ans avec une garde partagée. Existe-t-il des allègements fiscaux avec un salaire de 37 500 $ et une maison? Et c'est M. Larochelle qui vous pose cette question. Lorsqu'on analyse une séparation dans une année, il y a 3 volets qui doivent être regardés. De un, il y a le partage des crédits d'impôt. Est-ce qu'on peut réclamer une personne à charge? Deuxième chose, s'il y a une allocation alimentaire qui se verse, est-ce qu'elle est imposable, du moins, est-ce qu'elle est déductible pour la personne qui la paie? Parce que dans le cas du moins, c'est un homme, mais il aurait pu en recevoir une et puis être imposable dessus. Et puis, il y a les transferts de biens entre les conjoints qui peuvent avoir une certaine incidence. Dans le cas de monsieur, dans le cas d'une séparation, prenant l'exemple où il n'y a pas d'allocation à verser pour ses enfants, de pension alimentaire à verser, dans la mesure où les conjoints s'entendent sur lequel des 2 enfants chacun va réclamer, au fédéral, monsieur va être en mesure de réclamer un crédit pour équivalent de personne à charge. Ça, le crédit qu'il va pouvoir obtenir au fédéral va être calculé au taux de 15 % sur un montant de 7 344 $. Donc, déjà là, il réussit à réduire sa facture fiscale. En plus, dans la mesure où les documents sont produits aux autorités fiscales, monsieur pourrait avoir accès, du moins avoir la prestation fiscale canadienne pour enfants. Donc, il pourrait en encaisser un montant. Lorsqu'on a une garde partagée, donc les autorités fiscales considèrent que c'est 50-50 le temps qui est passé par les enfants entre les conjoints. Donc, il pourrait recevoir pendant 6 mois les prestations fiscales canadienne pour enfants, et puis sa conjointe pourrait encaisser les montants pour les autres 6 mois. Donc, au fédéral, c'est les deux choses qui peuvent être faites, sauf qu'il y a quand même un document qui doit être produit aux autorités fiscales.
Au Québec, du moins, il y a moins de possibilités. Mais il y en a aux aussi, enfants. le Oui. soutien aux enfants. Écoutez, Exact. c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à demain. Cette émission était une présentation de l'Ordre des comptables agréés du Québec.